Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek in Storia. J'adore ce nom, j'adore. Je suis Rémi, vous pouvez me retrouver sur Twitter @Rémi REMI 2, le chiffre 2, la lettre D, Rémi 2D, et je suis accompagné aujourd'hui comme à l'habitude de Cyril. Bonjour, Cyril, comment vas-tu? Bah écoute, je dessoule plus vite que toi apparemment, T'es sous le plus donc vite que bien. ton ombre. Cyril, on peut te retrouver sur Twitter, c'est @CM Calieron, CMCA2LEJON. Alors, Non? ouais, je vais mettre aussi tout de suite un stunt. Disclaimer. Ouais, c'est pas parce que vous avez fait LV2 espagnol qu'il faut dire Caléron. Ah, Faut dire juste Calejon. Calejon. Parce que d'espagnol, j'ai juste la tête. J'ai plus la culture. T'as une sacrée tête d'espagnol, toi. Alors moi, Voilà, j'ai exact. fait espagnol européen. Oh là là. Ça va? J'ai toujours pas le droit? Ouais. Non, c'est pas Bah mieux. en fait, c'est que ça fait 100 ans qu'on n'a pas mis les pieds en Espagne. Donc, Ah, c'est comme Jean-Luc Picard qui n'a jamais mis les pieds en euh, France mais qui fait semblant de parler français. si, il l'a mis une fois les pieds en France. Il y a une photo très rigolote où il pose en dessous d'une enseigne Picard. Et Oui, je c'est trouve vrai, c'est ça vrai, c'est vrai. très drôle. C'est assez. C'est bien rigolo. Il est tout à fait. Alors, Allez. Cyril, aujourd'hui, D'ailleurs, en parlant de Picard, t'as vu Picard? Oui, C'est nul. c'est différent. C'est différent. Alors, Et tu me parlais de phrases de Bobo tout à l'heure, mais alors c'est différent. C'est pas une phrase de c'est Bobo. différent, c'est très conventionnel, je t'avoue. Euh, la série Picard, faut prendre deux facteurs en compte. Elle s'inscrit dans un renouveau de la licence. Et donc, qui dit renouveau, elle s'inscrit aussi pour que des gens qui ne connaissaient pas Picard, qui ne connaissaient pas Star Trek, viennent découvrir après avoir découvert Discovery. Donc, on est sur les mêmes, un peu les mêmes défauts de Discovery, à la différence, et là je trouve que c'est sympa, c'est que Picard parle, sans spoiler, donc va parler d'une petite scène dans un film, d'accord, raccroche les wagons assez simplement, je trouve aussi, sans être trop compliqué à comprendre, et fait quand même des gros clins d'œil aux fans en disant on vous a pas oublié, on vous a pas oublié, on vous a pas oublié. Voilà. Après, que la narration Maddox. Pardon. voilà, que la narration soit un peu redondante, que ouais, et il faut pas oublier aussi que le tournage de Picard se fait autour d'un homme qui a 92 ans, qui doit être ménagé le plus possible. Alors, il a 79 ans. Il, il a pas 92 ans, c'est Patrick Stewart? Non. Enfin, vas-y, continue de parler, je vérifie, mais je Je suis en suis. train de fact-checker aussi, mais après, c'est un homme qui est âgé. Et il est né le 13 juillet 40. 80 ans. Calculatrice. Voilà, il y a 80 ans, pardon. Bon, je vais 79. donner Oh, 12 le ans de 13 plus. juillet, comme mon fils. Le jour Ah. d'anniversaire. Marrant ça. Et du coup, bref, c'est compliqué à faire des choses et surtout quand tu as un truc aussi riche. Voilà, je veux dire, bon, c'est peut-être pas la même dimension que Star Wars, mais voilà, c'est un truc qui a 50 ans. Enfin, tiens, le meilleur exemple, c'est Doctor Who. Ah, c'est compliqué de tenir la distance avec un univers aussi riche. Et du coup, tu t'aperçois que le propos qui est amené dans Picard est pas mauvais de la façon dont il est amené, parce que tu t'aperçois qu'il y a quand même une inculture générale pour les gens qui sont pas fans de science-fiction. Tu vas prendre juste les articles qui sont sortis cette semaine dans la presse française autour de la série Picard, et tu t'aperçois que les journalistes français sont presque pas au courant qu'il y a eu une série Star Trek The Next Generation. Et donc, c'était nécessaire de faire quelque chose de simple. Je pense qu'après la saison 2, ça sera beaucoup plus, j'espère, beaucoup plus profond et beaucoup plus riche que ce qu'on a vu pour le moment. Mais j'ai pas trouvé que c'était mauvais. J'ai Non, trouvé qu'on était revenu à la série de 89, un non. peu contemplatif, un peu calme, euh, avec voilà. Et c'est juste ce qu'avait amorcé Discovery, où on se concentre plus sur un équipage et des problématiques universalistes, mais on se confronte à la vision d'un individu face à quelque chose qui est plus gros que lui. Voilà.
comme Discovery, ça a introduit ça en changeant de paradigme, de plus suivre un capitaine. Voilà, et c'est vrai que quand tu lis là, bah, j'ai vu que tu avais publié un tweet là sur le magazine Science et Histoire là. De Je sais pas si quoi? c'est toi ou... Non, Non, c'est ça pas doit pas toi. être moi. Je connais Il y a un pas. magazine. T'as cité deux mots que je ne connais pas là. Moi, la science et Ah, l'histoire. oui, Non, je déconne. bah, il faut sortir de ta campagne un peu. Science et Histoire, là, c'est un magazine qui essaye souvent de raccrocher les wagons entre de la fiction et de la science. Et ils en ont sorti un spécial Star Trek là. Et les articles étaient intéressants, mais tu sentais qu'ils n'avaient pas approfondi la chose tellement c'était vaste. Donc des fois, il y avait des approximations qui étaient notamment sur le capitaine Lorca, alors que c'est récent. Donc tout ça pour dire que la complexité là, des scénaristes de vouloir faire quelque chose de nouveau est relativement compliquée quand tu as un univers aussi étendu. Voilà. Mais on en reparlera tout à l'heure dans les questions. Il y avait beaucoup de questions Alors, qui c'est bien que portaient tu nous là-dessus. parles des questions, mais avant de nous parler des questions, dis-nous tout, quel est le sujet du jour? Ah, aujourd'hui, on va parler de religion dans Star Trek. D'accord. Tu veux dire ces personnes qui vouent un culte à Jenny Roddenberry et qui veulent absolument que toute l'humanité s'unisse envers et contre tous? Non, sachant que la vraie religion, c'est la scientologie, on va pas se le cacher. Ah, Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu nous dises des conneries. Ah, ok, c'est bon. non, C'est bon, on, on va on est potes. on va parler de spiritualité au niveau de Star Trek. Et ce qui est intéressant, c'est que Star Trek, c'est une série de science-fiction où l'humain a dépassé, soi-disant, tout ce qui est, tout ce qui est culte et, tu sais, je suis en train de chercher le mot, euh, tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas prouvé par la science. Donc la religion, c'est la foi, c'est des choses qui peuvent pas être prouvées. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des pans entiers d'arcs narratifs qui sont dédiés à la spiritualité dans Star Trek. D'accord. Très, 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 très intéressant. Merci beaucoup d'amener ce Toujours, sujet toujours. sur la table. Je vous Mais en prie, je suis là pour vous élever. avant tout, tu l'as rappelé au début de l'émission, on va parler des questions. Les questions, je vous rappelle, si vous voulez nous en envoyer, vous pouvez le faire soit sur Twitter, je lance un appel à chaque fois, sur Facebook, je lance un appel à chaque fois, et sur Discord, le Discord c'est mon Discord, j'ai oublié le nom, P1P2R et Star Trek pour les nuls, dont vous avez les liens en note de l'émission. On a un petit peu moins de questions que d'habitude, mais il y en a certaines qui vont être assez longues à traiter. On va partir directement. Allez, on a beaucoup de questions de préférence aujourd'hui, donc on va alterner. On va faire une question de préférence. Marc, sur Facebook, Marc, ancien de Parlons Trek, nous pose la question: qui est le meilleur capitaine de l'Enterprise? Archer, Pike, Kirk ou Picard? Qui c'est donc que tu préfères, Cyril? Alors, celui que je préfère, bah, moi, c'est Picard. Et Hmm. après, ce qui est communément admis, c'est que Picard est vraiment le représentant de Starfleet. Ouais, de cette Il n'y a, humanité du 24e ouais, siècle. y a pas photo. Archer, enfin, c'est un pionnier, donc il a lui bâti les règles au fur et à mesure de ses conneries. Il est super Et cool. voilà, donc c'est une autre. Voilà, il n'est pas capitaine de la fédération, donc c'est différent. Et puis, ben, Kirk, c'est un cow-boy, quoi. Hmm. Un cow-boy, il va sur une planète, il tire son coup dans tous les sens. Et, Ah, de suite. et il frappe avant de poser des questions. Hein. C'est la définition de Kirk. Donc, c'est pas un super capitaine. C'est un super aventurier, c'est un super euh, personnage à suivre, mais c'est pas le meilleur capitaine de, de, de l'Enterprise. Voilà. Sachant Et que, Pike, au final, on le connaît très peu parce qu'on l'a vu un petit peu dans Discovery, mais c'est tout oui, on en l'a tant vu que un peu dans capitaine. les films. Dans les Voilà. films, mais en version Et il a KTL. toujours un peu le même rôle. Voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire une figure paternelle, soit un coup pour Spock, soit un coup pour Kirk. Quoi. Juste, je me permets de rebondir sur Kirk qui tire son coup sur la planète. Je vais juste citer Dragor, que vous pouvez entendre dans le podcast Star Trek pour les nuls, qui expliquait, et je trouve ça super joli comme explication, que Kirk, on le représente souvent comme
Un chopper de meuf, tant pis, on va utiliser les mots tels qu'ils sont. Mais en réalité, il fait ça, il est plus manipulateur, c'est-à-dire qu'il manipule les femmes quand il y en a besoin. Donc déjà, pas tout le temps, pas aussi souvent qu'on ne le dit. C'est comme les Rutshart d'ailleurs, il n'y en a pas si souvent qui meurent. Et en fait, on voit ça comme un dragueur, un attrapeur de filles. Mais en réalité, il n'est pas tant que ça. C'est juste qu'il manipule les femmes en les séduisant pour arriver à ses fins. Ce qui n'est pas forcément mieux, mais là où Riker justement serait un peu plus dragueur au sens propre du terme. Bref, ok. Question de technique précise. La série Picard, ça c'est XP78 sur le Discord qui nous demande: la série Picard se déroule-t-elle dans l'univers Prime ou dans la Kelvin Timeline? Alors, elle se déroule dans l'univers Prime, clairement, mais elle parle de ce qui découle et ce qui va créer la Kelvin Timeline. C'est-à-dire que donc, on le sait maintenant, et du coup, la série Picard nous a confirmé que c'était canonisé. Le comics Countdown, qui raconte les événements avant le début du film de J.J. Abrams. Donc là où Spock et Picard n'arrivent pas à arrêter Nero après la destruction la destruction donc de Romulus. Voilà. Et là, donc, Picard nous apporte une histoire supplémentaire en nous disant que Picard a œuvré pour récupérer et sauver un maximum de Romuliens pendant que Spock tentait de trouver une solution. Et on nous donne un peu plus d'informations. Donc, ça confirme que la KTL existe dans une dimension alternative. Et il y a de grandes chances que les grands plans sur les 5 prochaines années soient d'unifier les deux timelines. Ah bon? Ouais. De trouver un moyen, une boucle temporelle pour expliquer que ce qui s'est passé dans la KTL sera intégré petit à petit. Voilà, à une fusion des deux univers. Un peu comme Marvel avait fait avec... Voilà, comme Marvel ou DC dans les Infinite Crisis. Ouais, avec l'univers Ultimate, voilà, je cherche le mot. Voilà. Ok. Alors, je reste sur les questions liées à Picard. Toujours XP nous demande quel âge a Picard dans la série Picard? Je pense qu'il a bien les 90 piges. Oui. Après, j'ai pas la date exacte, je vous avoue, j'ai pas fait les recherches là-dessus, mais oui, alors, il est entre 92 et 95 ans. Alors, il a 94 ans, il va sur ses 95. Ça, vous avez la réponse dans le podcast le Quadrant Pop, animé par Guigui le Gentil, qui est revenu sur ces questions de base pour pouvoir regarder la série Picard. Tiens, il nous demande aussi, faut-il avoir une bonne connaissance de Star Trek avant de commencer Picard? Eh bien justement, on en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont pris un élément qui n'est pas très compliqué à comprendre pour commencer la série Picard. C'est-à-dire que Picard est un ancien capitaine et amiral de Starfleet qui a perdu son ami Android il y a 20 ans. Et des gens ont repris les travaux qui avaient été faits sur l'Android pour créer quelque chose. Voilà. Donc non, il y a assez de nouveaux éléments pour que tu n'aies pas à tout connaître. Mais c'est comme pour Doctor Who, c'est comme pour pas mal de choses. Tu peux rater des références que tu comprendras peut-être plus tard en regardant les autres films ou les autres choses. Mais tu n'as pas besoin d'avoir tout vu, justement. C'est intéressant pour ça. C'est comme Discovery, tu n'as pas besoin d'avoir vu TOS pour tout comprendre. Ok. La référence la référence à la planète Romulus dans le film Star Trek de J.J. Abrams, c'est-elle la même que dans la série Picard? On t'a un petit peu expliqué déjà. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Et ils ont voulu raccorder les wagons. Et je pense qu'on va aller là, de plus en plus là-dessus sur tenter d'unifier tout ce qui n'était pas cohérent. Enterprise avait essayé de le faire sur sa dernière saison. Et on va aller plus là-dessus parce que maintenant les gens font des recherches et gueulent quand c'est pas cohérent. Donc ils vont aller là-dessus. Justement, allez, dernière petite question liée à Picard. XP termine en nous demandant au final, mais qu'est-ce que c'est que la KTL? La Kelvin Timeline. Alors, la Kelvin un peu dans la première émission, il me semble. Ouais, mais pour faire très simple, dans le film de J.J. Abrams, un vaisseau venant de l'univers de Picard, venant du futur de Spock et de Kirk, attaque le vaisseau
où les parents de Kirk sont dans le vaisseau et la maman de Kirk arrive à terme de sa gestation. Donc normalement, Kirk était censé naître dans l'Iowa. Voilà, peut-être qu'il était transporté dans l'Iowa via le vaisseau, quoi. Et il naît sur l'USS Kelvin. Et c'est l'USS Kelvin qui est détruit et qui lance cette nouvelle dimension parallèle où la Fédération connaît un vaisseau surpuissant qui l'attaque fréquemment à des périodes bien précises de l'histoire et du coup décide de s'armer beaucoup plus vite et technologiquement de faire des choses beaucoup plus avancées. Voilà, donc c'est ça la Kelvin Timeline. Elle tient son nom du vaisseau qui est détruit par Nero. Nero qui est le résultat d'une erreur entre guillemets de Picard et de Spock. Ok, merci beaucoup. T'as vu, Allez, c'est clair, limpide. C'est très et tout. très clair, bravo, bravo, bravo. Tu devrais en faire ton métier. Ah, c'est pareil. Question de production, on va changer un peu de sujet. Terminabod nous demande sur Twitter, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des équipages de la passerelle, ou des passerelles de manière générale je pense, des acteurs qui ne pouvaient pas se piffer dans la réelle vie, dans la vie réelle? Et d'ailleurs on pourrait même étendre la question à savoir, est-ce que certains et certaines ont fait des bébés Klingons ensemble? Des Klingons. Alors ça, je sais pas trop. Alors pour les bébés, moi je sais. Alors, faut savoir un truc, c'est que les productions des années 80-90, tout le monde s'aimait, tout le monde était gentil, c'était le love. Il y a que maintenant que les gens parlent de leur clash et tout, quoi. De ce que je sais, surtout pour Denise Crosby et l'actrice qui jouait Jadzia Dax, arrive un moment, elles en ont eu marre, elles ont voulu partir. Parce qu'elles voulaient faire d'autres choses et elles pensaient qu'elles pouvaient avoir une carrière ailleurs, quoi. Notamment l'actrice qui joue Jadzia Dax, après a joué dans une série, une sitcom américaine, après il me semble. J'ai oublié le nom, l'acteur principal de la série, c'est le gars là qui est dans The Good Place. Ah, Dieu, c'est le chef. pas le dieu, le démon. Le créateur de la ville, voilà. Super Ouais, cool, quand hein. il était plus jeune, il avait une série où il jouait un docteur de quartier. Et c'est une sitcom, quoi. Et donc, elle a voulu arrêter Star Trek pour partir dans cette sitcom, jouer la secrétaire, quoi. Denise D'accord. Crosby aussi, elle voulait essayer d'autres choses dans le théâtre. Et elle est partie au bout de la saison 1 de TNG. Aux grandes dames de Patrick Stewart, d'ailleurs, qui trouvait que c'était une des seules sérieuses sur le plateau, quoi. Mais après, oui, je sais que Jadzia Dax s'est mariée, l'actrice, pardon, Terry Farrell, s'est mariée avec le fils de Leonard Nimoy. Oui, pour revenir, voilà, 20 ans plus tard, se marier avec... je sais plus comment il s'appelle. Ouais, j'ai oublié aussi le nom, son prénom. Après, est-ce qu'il y a eu des mariages en interne, des gens qui... Bah ouais, les mecs étaient enfermés pendant 7 ans, 24 heures sur 24 sur le même plateau. Je pense qu'il y a des affinités qui se sont créées, des inimitiés aussi, mais ils ont toujours été très professionnels, les Américains, quoi. Alors, Alexander Fadigue, qui joue le docteur Ouais. de Deep Space Nine, et Nana Visitor ont eu un enfant ensemble. D'accord. Voilà. Baker, la série dans laquelle a joué voilà. Terry Farrell après Deep Space Nine. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Question de goût. Un certain Rémi 2D sur Twitter nous pose la question. Pardon, quel super pseudo que voilà. Quel est votre docteur favori? Bah, Doctor Who. Trop de cul. Okay. Bam. Ouais. Non, j'aime bien lequel. le personnage. Quelle itération de Doctor Who? Moi je suis plutôt Team Tennant, mais c'est David voilà, Tennant. Ouais, voilà. Okay. C'est le 11, c'est ça? Je sais pas, je connais qu'un seul. On me confirme dans la salle que c'est le 11. Voilà. Voilà. Merci l'audience. Ok, alors... Attends, l'audience me parle. Oui. L'audience me parle. 10 c'est 10. Elle me dit, voilà, le 10 c'est 10, Tennant, 10 c'est 10. Ah, d'accord. C'est marrant, voilà. C'est malin, c'est pratique ça. Ah ouais, mémo technique. Ok. Blague à part, le docteur que je préfère, c'est vraiment... Mais bon, ça vient toujours de ma... Alors, Crusher a été mon crush d'adolescent. Mais sinon, c'est Bashir. Je trouve que le personnage de Bashir a introduit beaucoup de trucs, beaucoup de choses dont on se rend pas bien compte, notamment le fait que ce soit un amélioré. Ouais. Notamment le fait qu'il bosse pour les services secrets. Là, c'est la première fois dont on entend parler de la section 31. C'est avec Bashir.
Et le personnage a beaucoup évolué de jeune premier un peu impétueux et avide de tout découvrir à Dux Bellorum presque sur la fin, conscient des enjeux et un peu cynique, quoi. Ouais. Et puis bon, joué par Alexander Fadig, qui est Siddig, pardon, qui est super. Enfin, Et qui fait souvent les méchants maintenant dans les nouvelles ouais, séries. je suis sur sa page Wikipédia et je vois qu'il joue que des méchants. Il joue dans Gotham, il joue Ra's al Ghul. Ça lui va trop Oui, bien. C'est fou et ça. il jouait aussi J'aurais dans jamais. une série anglaise de voyage dans le temps, un peu à la Sliders, là. J'ai oublié le nom. Bref, si D'accord. t'es sur la page, tu vas retrouver ça, là. Je sais pas. Je reconnais pas les noms. Je vois qu'il a joué dans Nick Peaky Cutter, Blinder. un truc comme ça, là. Nick Cutter et les Portes du Temps, une connerie Ah, il a comme ça. joué dans Walking Dead, je m'en souviens pas. Ah bah. Non, non, mais c'est un acteur C'est ouf. qui tourne sa bosse, quoi. Et Ok. je crois qu'il a joué aussi dans. Pas Game of Thrones? Si, dans Game of Thrones. Et alors, moi, quand je l'ai vu apparaître dans Game of Thrones, j'étais là. Ah, ça va être génial. Et son personnage. Son personnage est cool, mais il sert à rien. Bah, écoute, Il jouait un prince arabisé, voilà, et forcément tout de arabisant, suite. et qui avait une classe monumentale, mais qui meurt de suite, et qui sert pas à grand chose. Enfin bref. Et il a été annoncé dans un film, je sais plus quel film là dont j'ai hâte de la sortie 2021-2020 par là, je sais plus lequel. Enfin bref. Et voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois. Souvent sur les réseaux sociaux, quand on parle de docteur, c'est le HMU qui ressort, le docteur de Voyager, ou comment s'appelle-t-elle? Tu viens de le dire, Beverly Crusher. Crusher. Mais moi, je trouve tellement, Bashir porteur de messages et puis même d'une qualité doctorale. C'est le seul docteur qui a réellement des arcs sur le fait d'être docteur. Ah non, aussi dans Enterprise, j'ai oublié son nom, Fox. Plox. Fox, ouais. A des arcs sur le fait d'être docteur, notamment Contagion, qui est un épisode génial. Mm. Enfin bref. Mais ouais, Bashir est tellement parfait. Y a-t-il, XP nous demande, y a-t-il une continuité entre les films et les séries TV alors que ce ne sont pas les mêmes studios? Oui, il y a toujours une continuité qui essaye de se faire tout le temps parce que il y a des droits, tu sais, c'est-à-dire les droits d'exploitation, quoi. Mais c'est toujours ce qui a fait la force de Star Trek, c'est d'essayer d'être cohérent avec tout ce qui existait. Donc, il y aura toujours, ils se parleront toujours entre les films et les séries pour savoir ce qui se fait ou pas. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit au début d'émission, il y a une réelle volonté des studios de créer un univers connecté à la Marvel, à MCU. Donc, ça sera toujours cohérent, quoi. Ben, surtout que les studios ont fusionné justement. CBS a été absorbé par... zut, j'ai perdu. Continental? Non, Ouais, pas Continental. Universal. Oh, le mec, il a 3 podcasts sur Star Trek. Je crois que c'est Ouais, Universal, non? non, c'est Paramount. Paramount. Pour info, là, sur Star Trek Online, par exemple, il y a 2 nouvelles missions qui viennent de sortir où la Seven of Nine de Picard rencontre l'héroïne de Discovery. Donc, une série Amazon qui rencontre une série Netflix. Ah ouais, et ouais, mais eux ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent sur les jeux vidéo. Et ben non, C'est dingue. ils font avec ce qu'on leur permet de faire. Ouais. Et du coup, ben, Tiens, ça a été permis. ouais. Parce qu'ils reprennent l'image. Je te rajoute une petite question. Il y a des trucs comme ça qu'on sait qu'ils ne pourront pas arriver dans online. Par Pour exemple, le je sais moment, pas, peut-être qu'ils non. n'ont pas les droits d'avoir Archer ou je sais pas. Ah, mais il y a Archer dans Online. Ouais. Il y a Archer, hein, on a eu la campagne. Non, non, il y a tout. Il y aura peut-être des crossovers un peu fantaisistes du genre La planète des singes ou Oui, non, Green non. Tiens, on n'a pas de questions sur la planète des singes. Vous me décevez là, le public aujourd'hui. Question de noob à nouveau. Kyle Reese nous demande: est-ce que vous pouvez m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, comment et pourquoi les Vulcains sont divisés en 2 people, Vulcains et Romuliens? J'ai sorti un épisode sur les Romuliens, l'histoire des Romuliens. Oui. S'ils veulent la voir, il me semble. En gros, très simplement, il y a 3 ou 4 000 ans, les Vulcains sont un peuple violent,
qui passe son temps à se taper les uns avec les autres, et ils ont été proches de l'extinction avec une guerre civile. Arrive un bonhomme qui s'appelle Surak qui leur dit: moi j'ai la solution à tous, vous fermez vos gueules et vous écoutez. Et du coup ils suivent les enseignements de Surak. Voilà, la logique, donc expurger ses émotions pour ne raisonner qu'en logique. Ça leur a pris 2000 ans à peu près pour assimiler le concept. Entre-temps, durant cette période-là, d'autres Vulcains n'ont pas été d'accord avec les enseignements de Surak. Donc ça s'est... Ou alors, certains pensaient que c'était de façon trop rigoriste qui s'était appliqué. Et bref. Du coup, une faction de Vulcains a décidé de partir, de se trouver une nouvelle planète ou faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et ils se sont fait appeler donc les Romuliens, notamment en arrivant sur la planète Romulus avec sa lune Rémus. Voilà. D'autres Vulcains ont créé des sociétés médiévales ou agraires sur d'autres planètes. Picard en rencontre pas mal d'ailleurs dans son vaisseau sur la première mission là de Star Trek TNG, quoi. Mais voilà, ça vient de là. Alors moi j'ai deux questions du coup qui se rajoutent. Pas deux questions, mais si une vraie véritable question. Qui est devenu Rémus en fait? Que sont devenus les Rémusiens ou les Rémis? Je pense qu'on va le voir là dans le film Picard. On voit que les Romuliens se sont organisés et essayent de redevenir une puissance galactique. Les Rémiens font partie des Romuliens, quoi. C'est-à-dire que même si certains décident de faire leur vie à côté, ils restent quand même. Enfin, ils sont assimilés, quoi. Liés, hein. Ouais. Voilà, ils sont assimilés. Enfin, si je dis pas de bêtises, depuis Enterprise, on n'a jamais eu la moindre référence aux Rémusiens. Est-ce que à part dans les films, à part dans Star Trek Nemesis, ouais, on les a rarement vus. On les a mis dans Nemesis, on les a vus dans Enterprise une fois, et depuis plus rien. On voit pas des Romuliens dans Discovery? Des Romuliens, je sais pas, mais des Rémusiens, non. Hein. Il me semble en avoir revu, alors peut-être dans le jeu. Oui, dans STO sûrement, mais... Mais il me semble en avoir revu des Rémusiens, mais de façon très discrète. Peut-être dans Enterprise, mais de façon très discrète. Genre, ils appuyaient sur des boutons en fond d'image, quoi. D'accord. Ok. Mais je suis pas sûr. Et alors, je me permets de relayer une petite théorie qui vient du fameux podcast dont je parlais tout à l'heure, du Quadrant Pop. C'est Romain, un des Romains, je sais plus lequel, qui propose ça et qui disait à la base de Picard, donc les Romuliens sont super vénères, ils détestent la technologie, tout ça, machin. Et il y a des synthétiques, tout ça. Et il disait peut-être qu'on va avoir un retcon de l'existence des Romuliens et qu'en fait, ils ont découvert qu'ils avaient été créés par les Vulcains et que ce sont des êtres synthétiques, un peu comme on avait pu avoir dans le final de Battlestar Galactica, la série de 2009. Comment ? J'allais te dire, ça fait très théorie à la Battlestar Galactica. Voilà. Quoi. Et qu'en fait, ils sont super énervés. C'est pour ça qu'ils détestent à ce point la technologie, pas le Tal Shiar, mais la nouvelle théorie du complot qu'ils ont créée. Bref. Hein. Et je trouvais l'idée intéressante. Alors après, dans cette idée-là, si on veut continuer, on sait que, comment il s'appelait, Shinzon faisait partie donc d'un programme de clonage de certains officiers de la Fédération. Ouais. Et je crois qu'il le dit dans le film, qu'il y avait plein de programmes comme ça qui visaient à avoir un bouton d'arrêt de la Fédération s'il fallait en avoir un, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, je t'avoue que ça ne m'étonnerait même pas aussi que ce soit un complot des Vulcains. Again. Ok, on verra. Je sais pas. Les Vulcains. Mais je vais bientôt faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, une théorie sur laquelle je travaille un petit peu, qui explique en fait la Kelvin Timeline commence en fait dès l'épisode où Archer découvre les Borg. Ok, ça m'intrigue. Ouais. Tu as gagné une vue déjà. Je suis en train de bosser dessus parce que je pense pas que ce soit fait exprès, mais on pourrait raccorder les wagons comme ça, quoi. D'accord. Intéressant, très intéressant. Oui. Bon. Question de goût, XP nous demande: que pensez-vous des doublages et des traductions françaises? Eh ben, elles sont pas mauvaises.
Ouais. Elles sont un peu, On- des fois, ils n'ont pas les bons mots, surtout sur les séries comme Enterprise. Après, elles sont pas mauvaises parce qu'on a grandi avec. On n'avait pas forcément les VO, donc on a peut-être une affection particulière. Alors moi j'ai pas grandi du tout avec, mais les voix, les doublages français, c'est compliqué pour moi parce que j'ai découvert les séries à ce moment-là, quand j'ai découvert les séries, quand j'ai découvert Star Trek, je regardais déjà Oula, j'ai du mal à parler. Je regardais déjà les choses en version originale. Et du coup, l'autre fois, là, on peut l'entendre sur le podcast il y a 2 ans, un an et demi par là, j'ai regardé TNG en version française parce que je le faisais découvrir à ma sœur qui ne peut pas regarder en version originale. Et c'était assez compliqué, TNG en version française. Après, les sous-titres, les sous-titres, voilà, on le sait, on en a déjà parlé dans nos 2 précédents épisodes, dans nos 3 précédents épisodes. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de continuité. Distorsion, warp, tout ça, ça se mélange et tout. Mais Ouais. bon, ça se comprend, on comprend tout facilement. Après, les versions françaises, je sais pas. Peut-être que récemment, ça s'est amélioré. Les traductions. Bah, T'as regardé un peu Discovery en version française ou pas? oui, oui, je regardais en version française, Ouais. je t'avoue. Ouais, ouais, c'est toujours la même voix, c'est toujours bien fait. Non, je les trouve pas dégueux. D'accord. Ok. Non, Mais mais parce que j'ai grandi avec ces voix-là, quoi. Je veux dire, la voix de Worf, je la reconnais parce que de Star Trek TNG à DS9 et dans les films, c'est toujours la même. ouais. Voilà. Bah, en version originale aussi, c'est toujours. Oui, oui, tu me diras, ah oui. Ok. Kyle Reese nous demande pourquoi les vaisseaux Enterprise sont-ils aussi célèbres? Y a-t-il d'autres vaisseaux de Starfleet aussi emblématiques? Et bah parce que c'est souvent le vaisseau amiral de la flotte, c'est-à-dire que c'est souvent le vaisseau qui est technologiquement le plus avancé. Porte-drapeau. Voilà. Et donc l'Enterprise D, c'est le vaisseau qui est le plus avancé dans sa génération. Le C, non, parce que c'est un classe ambassadeur et qu'il fait partie d'une longue flotte de classe ambassadeur, comme le B. Par exemple, le B, ben, le plus connu, c'est celui de Sulu. C'est l'Excelsior. Ouais. Bah, Et l'Excelsior est puis, pas mal connu, hein. ouais, mais pas. Tu vois, Non, bah, l'Enterprise, il y en a un aussi qui est du même modèle que l'Excelsior oui, c'est vrai. et pas très connu. Non. Voilà, donc il y a 3 ou 4 Enterprise qui sont très connus pour être les premiers vaisseaux à disposer des nouvelles technologies de l'époque. Donc le NX, l'Enterprise de Kirk, le tout premier, donc NCC, puis le A. Euh, et ensuite, tu as le D et le E. Après, il y a d'autres vaisseaux qui sont très connus, comme le Voyager, qui est le premier vaisseau de sa classe. J'ai oublié le nom de la classe du Voyager. Euh, Comme le Voyager et comme le Défiant. Voilà. Et Alors le très Défiant, connu, mais très connu pour les gens qui connaissent Star Trek. En dehors de Star Trek, après le à Défiant, part c'est un nom qu'on l'Enterprise et retrouve souvent dans les. Le Défiant, par exemple, c'est un modèle pareil de classe Constitution. C'est le modèle qui est volé par les Tholiens dans l'épisode Dark Mirror. Et on le retrouve souvent, celui-là, le Défiant aussi. Il y a le Reliant aussi qui est connu. Et après, dans l'univers Star Trek, oui, effectivement, il y a un ou deux vaisseaux célèbres, mais bon, sinon, bah oui, effectivement, c'est l'Enterprise qu'on suit, quoi. Je pensais au Stargazer aussi qui est Hmm. célèbre. Ouais, mais Mais tu vois, voilà. le Stargazer, quand je ferme les yeux et que tu me dis Stargazer, je l'ai pas en visuel. Quand je ferme les yeux et que tu me dis défiant, je le vois. D'accord, le Stargazer, c'est celui qui a les 4 nacelles. Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux Ah, dire, c'est ouais, pas ouais. paf, c'est Bon, pas après, aussi moi, j'ai une marquant, affection pour les impactant. vaisseaux. C'est vrai que je kiffe ça, les designs des vaisseaux, donc peut-être que je les retiens mieux. On pourrait refaire une émission vaisseau partie 2, bam. Ouais. En disant, je sais pas, quels sont tes vaisseaux favoris, je sais pas. Bah, Oui. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Alors, ça va être compliqué à lire comme pseudo. Aelius A. Calatinus sur Twitter, hein, j'ai réussi, je suis trop fier, nous demande y a-t-il des fan-films, des fan-séries que vous conseilleriez? Alors, je suis pas fan de la série de Next Journey, là, où ils reprennent des épisodes qui n'ont pas été tournés de la vieille série TOS. Je suis pas super fan. Par contre, Prélude to Axanar, je trouve que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu.
autour de en fan film, Prélude to Axanar, là, qui raconte le pourquoi est-ce qu'on a commencé à construire les modèles Constitution, donc, qui est le vaisseau de Kirk. Donc très intéressant et qui fait un lien entre l'époque d'Archer et celle de Kirk. Et puis Renegade était sans plus, mais c'était intéressant d'en voir des vieilles gueules, quoi. Et tu sens, j'ai peut-être l'impression que de ce qu'on va voir dans Picard, ils se sont inspirés de Renegade. D'accord. Oui, ben c'est Matou là qui s'est énervé un jour en disant de toute façon il pique tout. Il pique tout, toutes les idées, beaucoup d'idées, pardon, sur les fan-films, les fan-séries, parce que c'est gratuit, et du coup ils s'en foutent. Ouais. Bah, oui, on verra, après, je sais pas. Moi, on verra, mais c'est un débat aussi intéressant, ça. Ouais. Et en fait, la question philosophique, c'est est-ce que le fandom nourrit les nouveaux produits qui arrivent, ou est-ce que de toute façon, le fandom avait déjà réfléchi à la suite, les seules suites logiques qu'il pouvait y avoir. Donc forcément, les scénaristes, même s'ils n'ont pas vu le fandom, ils arrivent aux mêmes conclusions, parce que quand tu as le même postulat de départ, tu ne peux qu'arriver qu'aux mêmes conclusions. Mais ça, c'est de la philosophie, après. Et puis c'est vachement... on a une destinée, du coup. Non, mais c'est comme... Non, mais je dis des bêtises. Ouais, voilà, c'est de la philo, cherche pas à comprendre. Ok. Ta gueule, c'est philosophique. Ok. Voilà. On enchaîne les 2 dernières questions, qui sont des questions de noob posées par XP. Où peut-on regarder Star Trek facilement, les films et les séries? Netflix Netflix pour les séries et Amazon pour les films. Et les films, une fois par an, t'attends l'été, RTL 9 les rediffuse tout. Ils sont sur Amazon Prime également là. D'accord. Ok. Pour le moment, de manière légale et gratuite, c'est le seul moyen, ou pas gratuite d'ailleurs parce que c'est payant, ou alors en DVD. Et Blu-ray, voilà. C'est très facilement trouvable. Surtout qu'ils sont en refait là, des nouvelles éditions un peu améliorées. Ouais. Oui, ils ressortent des éditions Blu-ray en ce moment. On attend la version HD de Voyager. Oui, voilà, il n'y a que Voyager qui n'a pas été... Et DS9 aussi qui n'a pas de version HD. Ah bon? Ouais. Ok. Et dernière question, avant de parler de la spiritualité de la spiruline dans Star Trek. Comment commencer Star Trek? Ah, très bonne question. Alors, il y a 2 façons de commencer Star Trek. Je dirais 3 maintenant. Soit tu regardes que les films, et après en regardant les films qui sont tu vois, un concentré de trekisme, tu te dis bah je veux en savoir plus, et pour chaque film tu vas regarder les séries donc TOS et puis après TNG. Ça peut être intéressant. Et après il y a plusieurs ordres. Alors il y a l'ordre de production où tu regardes les séries comme elles sont sorties. Ça peut en rebuter pas mal vu la narration. Et après tu as l'ordre, et je trouve qu'elle est intéressante. Alors, elle est intéressante dans un certain point. Tu as l'ordre chronologique. C'est-à-dire que tu commences par Enterprise, tu tapes un peu dans TOS, pourquoi pas Discovery entre les mieux. Et je pense que c'est moins violent. Même si tu perds des choses, tu vas perdre des clins d'œil que va faire Enterprise ou Discovery, tu vas peut-être pas tout prendre, mais c'est moins violent que de commencer par une série des années 60 avec une narration qui ne parle plus aux gens d'aujourd'hui. C'est comme Doctor Who, vaut mieux commencer par le reboot de 2004 là, que de commencer par les vieux épisodes. Ok. Alors, moi, justement, je vois 3 axes d'entrée principaux sur les séries, du moins, parce qu'après les films, je n'y ai pas vraiment réfléchi, à part la KTL, qui est une entrée facile. Si vous aimez les productions des années 60, commencez par TOS. Si vous avez peur des productions des années 60, mais que vous aimez ce qui s'est fait dans la jonction 80-90, allez sur TNG, en sachant que c'est peut-être un peu difficile au tout début, mais ça passe très rapidement. Et si vous avez peur des années 60, des années 80-90, lancez-vous sur Enterprise, les années 2000. Si vous avez aimé, si vous êtes de ma génération, là, les trentenaires, et que vous kiffiez rentrer du collège, goûter devant Stargate, vous allez vous retrouver. Voilà, c'est un peu la même chose, un peu plus quali. Voilà. c'est très facile. À savoir qu'il y a une émission de Star Trek pour les nuls qui va être centrée sur comment bien débuter Star Trek.
qui devrait arriver dans les mois à venir, d'ici mai, peut-être avril. On verra. Ok. Bah écoute Cyril, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'on attaque? Alors, Parlons de je te disais, je compte spiritualité sur et de toi religion. pour des questions aussi, parce que c'est un sujet relativement à la fois complexe, tu as des éléments, mais qui est traité de façon assez superficielle dans Star Trek, mais qui est souvent là. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que on pourrait se dire que des explorateurs qui vouent un culte à la science pourraient n'avoir que faire de la religion, et on découvre qu'en fait la religion, c'est quelque chose qui est très présent dans Star Trek, notamment dans DS9, on va en parler, et pas de Évidemment. façon, et de façon assez rigolote. Pour faire très simple, les premiers rapports qu'on a avec la religion dans Star Trek, c'est souvent quand ils arrivent vers une culture qui est moins avancée technologiquement, et c'est pour se moquer. Enfin, c'est pour se moquer, c'est pour dire, voilà, regardez les gens, ils croient à des choses, ils ont la foi sur certaines choses, et dès qu'on leur met la science, ils comprennent qu'ils ont fait fausse route depuis tout ce temps-là, quoi. Voilà. Mais ça, c'est une version très années 60-70, très pro-nucléaire, qui veut défaire Dieu à tout prix. Et voilà. Après, dans TNG, avec le développement des personnages Klingons, on a des rituels. On a de plus en plus de rituels Klingons dont t'explique la nature. On en avait un peu déjà avec les Vulcains, mais ça restait de l'ordre anecdotique. Mais avec l'arrivée de Worf, il nous explique régulièrement tous ces rituels. Et il a une phrase qui est assez rigolote sur les dieux Klingons dans DS9. Il dit, voilà, nous aussi on avait des dieux, mais on les a tous tués parce qu'ils apportaient plus de problèmes qu'ils résolvaient de problèmes, quoi. Voilà. C'est une vision très nordique, ça, il me semble, non? Ouais, ouais, très vite. C'est pas les dieux nordiques qui Mais, ont tous été massacrés parce qu'ils leur cassaient les pieds. mais du coup, non, ouais, ouais, peut-être. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé les rituels, les Klingons, notamment pour le Stokovor. Donc, on a pas mal d'épisodes autour du Stokovor avec bah, le décès d'une des, d'une des Dax, avec Bellana Torres aussi qui aide sa mère à atteindre le corps, j'arrive plus à le dire d'un coup. Et donc il y a un peu de religion chez les Klingons, mais qui est de l'ordre du rituel, on va dire archaïque. Et alors, Il faut le attends, faire parce que ouais. ça a toujours été comme ça, quoi. Dis-moi. Et surtout qu'on nous présente, quand Bellana Torres aide sa mère à atteindre le Stovokor, eh ben, on nous le présente concrètement. Donc, dans l'univers Star Trek, le Stovokor Existe. existe. C'est dingue. Voilà. Dingue. C'est fou ça. Ouais, ouais. L'enfer Klingon existe. Pareil, Spock, quand il meurt dans Star Trek 2, la colère de Khan. Ouais, c'est Star Trek 2, la colère de Khan. Il meurt, d'accord? Même si son corps après est recréé sur Genesis, il y a quand même un rituel religieux qui est fait pour sortir l'âme de Spock du corps de McCoy. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Et pour le remettre dans le corps rénové du jeune Spock. Mais alors, tu vois, je trouve que c'est un peu moins surprenant parce que il y a toute une. À la fin de La colère de Khan, on voit Spock fusionner son esprit avec McCoy, et ça, on sait que c'est une capacité physique des Vulcains de pouvoir fusionner leur esprit. Et du coup, on récupère l'esprit pour le mettre ailleurs. Donc, Ouais, enfin, il y a quelque on est chose. d'accord. On pourrait se dire, tu vois, c'est un schéma cellulaire, un fonctionnement des Ouais, mais connexions, je sais pourquoi pas quoi. alors est-ce qu'il y a un rite religieux dans le 3? Mais parce qu'il y a eu toute une manière pour le faire dans ce sens-là. Lui, il est arrivé, il a mis ses deux doigts dans le cul de McCoy, hop, t'as mon âme. Ah. Et après, non mais attends, j'exagère un peu, mais et après, il faut la prêtresse de machin, il faut être dans tel temple de trucs Mais pour le faire bien. t'as vu tout ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir se reproduire, les Vulcains? Alors, C'est pour des gens pouvoir intégrer compliqués. leur esprit. Enfin, C'est bon, des gens ouais. compliqués. Mais il y avait quand même une explication, peut-être pas scientifique, mais physique. Tandis que le coup du Stovokor, quand même, j'étais sur l'océan. Ah mais ouais, Bon, après, et c'est voilà. Donc, Voyager. Hein. alors, et avant Voyager, on a DS9. Et DS9 est intéressant là-dessus, notamment à cause de la présence de deux rites religieux ultra présents. Et tu vas te marrer quand tu sauras le deuxième. Le premier, c'est les Bajorans, bien sûr, avec les prophètes. Donc ces entités cosmiques qui influencent l'histoire de Bajor euh, et qui ont influencé, vous verrez, pour l'histoire de la station DS9. Donc les Bajorans les voient comme des dieux, la Fédération les voit comme des entités cosmiques
de la même importance que Q. Or, les Bajorans ont développé toute une spiritualité autour des prophètes. Et c'est l'axe de l'histoire de DS9, c'est-à-dire les prophéties. Même arrivé à un moment, Cisco se dit, bon, elles disent pas que de la merde, c'est des avertissements, j'ai intérêt à les comprendre. Sans spoiler hein, DS9, après on aura des réponses là-dessus, quoi. Mais c'est intéressant. Et il y a des deuxièmes rites religieux qu'on voit souvent dans DS9, c'est les rites religieux Ferengi, qui sont eux développés Oui, à partir d'une politique économique. ouais, c'est dingue ça, c'est génial. Voilà, c'est-à-dire que leur politique économique et culturelle est devenue une religion. Et on s'en aperçoit pas, mais ils pensent souvent le trésor divin. Ils parlent souvent du trésor divin, des commiseurs-priseurs célestes, de l'exécuteur béni. Il faut qu'ils vendent des morceaux de leur corps pour pouvoir intégrer leur paradis céleste Oui, d'économie, quoi, pour passer devant le commissaire-priseur. Voilà. Et c'est assez fascinant de voir qu'en fait, la religion est toujours présente dans ce siècle-là. Et alors, Star Trek qui est gêné, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que vu que c'est de la hard-fi, ils sont gênés par rapport à ça, c'est-à-dire que le divin, ça ne s'explique pas. Donc, ils essayent toujours de trouver des réponses culturelles et scientifiques aux besoins de religion. Là où, et là on va parler d'une autre série, là où par exemple DS9 et après plus tard Battlestar Galactica ont laissé le mystère de la religion. ça c'est Ronaldinho. Hein. Eh ouais, et par exemple sur comment ça s'appelle Babylon 5, la religion est admise comme étant faisant partie de l'individu. Là où dans Star Trek, la religion est un phénomène culturel. C'est-à-dire que ça fait partie d'un peuple et pas d'un individu. Et c'est vachement intéressant. Il y a une scène quand tu la regardes dans Babylon 5 par rapport à tout ce que tu peux voir dans Star Trek, il y a une scène super intéressante sur un épisode où chaque peuple doit présenter sa religion. Et c'est marrant parce que chaque peuple dans B5, Babylon 5, a une religion commune pour tout l'ensemble de la culture extraterrestre. Les Centauri ont une religion basée sur la famille. Ceux qui ont les coraux là sur la tête ont une religion aussi pour toute la planète. Et il n'y a que les humains. Et à la fin donc, de cet épisode où tout le monde présente sa religion, eh ben, le capitaine terrien fait aligner une trentaine de personnes et présente à tous les délégués extraterrestres, voici un rabbin, voici un prêtre catholique, voici un prêtre anglican, voici un bouddhiste, voici un témoin de Jéhovah, voici ci, voici ça, voici ci, voilà. Et c'était vachement intéressant parce que il prouvait dans cet épisode que la religion était un principe individuel, là où il était un principe collectif sur les autres races extraterrestres. Et ça s'est retrouvé dans la thématique de Star Trek. C'est-à-dire que dans Star Trek, tu as peu d'humains qui se disent chrétiens, juifs, musulmans. C'est assez intéressant, alors que les autres peuples extraterrestres qui sont aussi évolués qu'eux n'hésitent pas à revendiquer leur religion, comme par exemple Kira Nerys, qui essaye de garder toujours la foi malgré ce qu'elle sait, malgré le concept scientifique qu'elle sait. Elle sait ce que sont les êtres du vortex. Pareil, le Stovokor. B'Elanna Torres est un ingénieur qui va en enfer chercher sa mère. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes, notamment dans Voyager. Il y a un autre épisode sur des Klingons qui ont suivi une prophétie de l'élu dans le quadrant Delta, Non, qui s'avère être la fille, qui s'avérait être potentiellement l'enfant de B'Elanna Torres et de Tom Paris. Bref, tu vois, il y a de la religion un peu partout finalement dans Star Trek, et c'est vrai que la religion individuelle est mal vue dans Star Trek parce que c'est souvent un facteur de manipulation de masse. On va reprendre aussi un autre épisode de Voyager où deux Ferengi ont trouvé un vortex pour aller dans le quadrant Delta et imposent leur religion Ferengi à toute une planète pour des profits pour eux, quoi. Pareil que les Pan Wraith, là chez les Bajorans, Gul Dukat s'en sert à son profit personnel pour manipuler la situation. Voilà. Donc, je trouvais ça assez intéressant qu'on en parle. Il n'y a pas non plus des tartines à raconter sur la religion dans Star Trek, mais je trouvais ça assez intéressant que c'est quelque chose qui a été éjecté très rapidement du spectre de Star Trek, ou qui a été connoté négativement, et qui revient par la petite porte et reste présent tout au long de certaines séries comme DS9 et parfois comme Voyager.
Ouais, tu parlais de Kira Nerys tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très très intéressant parce qu'on a au long des 7, 8, non, 7 saisons, Cette pardon, saison. à chaque fois, des 7 saisons de Deep Space Nine, ce rapport particulier qu'elle a avec Cisco. Imaginez-vous, je sais pas, si vous êtes chrétien par exemple, vous vivez à l'époque de Jésus. Et on vous dit Jésus c'est le fils de Dieu qui débarque, c'est le prophète machin. Et puis à côté de ça, ben, Jésus quand il n'est pas en train de prophéter, ben, il fait du pain, il va à la pêche, ce genre de truc. Comment tu fais pour entretenir une relation avec une personne avec qui tu as ben, une relation justement, voilà, j'allais dire chrétienne, religieuse, mais également une relation de Qui est ton quotidien. collègue de travail, Et quoi, ouais. voilà, c'est très, très intéressant, surtout que ben, moi, Kira Nerys, c'est un personnage que j'aime beaucoup, enfin, c'est un de mes personnages préférés de la série, et je trouve ça assez intéressant. Et à côté de ça, comme tu disais, ben, les Bajorans sont présentés comme un peuple très religieux, mais Voire des fois c'est... fanatique. Oui, oui, totalement. Mais c'est une des forces parce que voilà, dès qu'on veut parler religion, bam, on met des Bajorans. Mais c'est aussi un des défauts de la série parce que bah, du coup, tous les Bajorans, il y a un seul Bajoran qui est présenté comme, sans être présenté comme athée. En fait, on parle pas de religion avec lui. C'est au tout début de la saison 1, un espèce de héros de la résistance qui veut faire péter le vortex. J'ai oublié Voilà. son nom au tout début. Et c'est le seul personnage qui n'aborde pas la religion. Et du coup, je sais pas si c'est dommage qu'il n'apporte pas la religion ou si c'est dommage que le reste de la série ne prenne pas des Bajorans qui n'abordent pas la religion. On l'avait vu Euh, aussi avec Rolaren hein, ouais, dans TNG, qui apportait ça aussi tout doucement, cette spiritualité. ouais. Euh, et, Magnifique personnage que Rolaren, génial, j'adore. et tu vois, un des défauts que j'ai trouvé dans Voyager, alors, tu sais, on dit souvent que Voyager a tué les Borg parce ils les ont trop utilisés, là où il fallait les amener une fois de temps en temps parce qu'il restait quand même Non, non, c'est très très bien il ce qu'ils ont reste fait. une menace cosmique. On parle de religion aussi chez les Borg, tu sais, avec la molécule Oméga. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là où la Fédération voit un danger, les Borg en voient une finalité. Et c'était intéressant de voir que ça devenait une limite mystique pour un peuple ultra numérique, la Ouais, molécule ouais, Oméga. ouais, totalement. Et c'est des trucs qui auraient pu être exploités un peu plus. Tu vois, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un panthéon Borg. Moi, je pense qu'il y a Ben, plusieurs reines ou des rois Borg, oui. parce que tu peux pas avoir un collectif aussi grand sur une galaxie entière. Non, ils le Et je disent me, qu'il y en a plusieurs reines. voilà. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi des dieux Borg. Ouais, mais imagine, alors bon, il y a plein de théories comme quoi ce serait les Borg qui auraient créé Vidger, Voilà. l'antagoniste du premier film, mais je sais pas, moi je l'imagine plus comme un genre de prophète s'ils l'avaient croisé. Apparemment, selon moi, ils l'ont pas croisé, mais s'ils croisent Vidger, euh, les Borg ils Alors, deviennent fous, ils deviennent ah c'est malheureusement génial ce pour truc. toi, j'ai fait une vidéo par A plus B qui prouve qu'ils l'ont croisé. Non non, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est le même design. Comment? Là, c'est vrai que tu joues pas à STO. Dans STO, tu as une force de frappe Borg. Donc c'est un vaisseau en forme de cigare pour faire simple. En forme Et de bite, pardon. cette année, ils ont sorti les premiers designs de Voyager. Et c'est le même vaisseau en fait. Non mais euh, écoute-moi bien Cyril, ne te fâche pas. Star Trek Online, c'est pas canon. Si, c'est ça le problème, c'est que c'est canon. C'est que c'est canon. Mais après, si tu veux pas prendre en compte Star Trek Online, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour faire très rapidement, je pense que le message qu'ont envoyé les Borg du temps de notre ami Archer a peut-être été intercepté par des formes mécaniques style Voyager, qui se sont tous rendus dans cette planète-là. Et on sait que les Borg auraient moins de 800 ans. Voilà, on sait qu'ils ont moins de 1000 ans. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans Voyager, ils rencontrent un peuple qui a connu les Borg alors qu'ils avaient qu'un système solaire. Et c'est ma théorie. C'est pour ça que je dis que aussi une partie de la Timeline Timeline vient de là. Je pense que le message envoyé par ces Borg des premiers temps, et notamment du temps de. Je pense qu'ils ont peut-être aussi pu envoyer des messages du temps de Cochrane, a influencé le reste de l'histoire et peut-être celle de Voyager aussi. Ok.
Et là, il À y aurait voir, ouais. des wagons à raccrocher, quoi. Mais bon, qu'ils aient sorti le même modèle de vaisseau à la vente et sur les croquis, c'est pas anodin non plus, je pense. Ouais, ok. Bah, on verra quand tu sortiras ta fameuse vidéo, on verra. Et que je vais te mettre en PLS. Alors, la religion, du coup, Ouais. non, et puis voilà, je pense que c'est quelque chose qui risque d'être un peu plus exploré maintenant dans, dans Discovery. Ah ben Tu sais, ça, dans de toute façon, Discovery, dans là, Discovery, tout le monde a une destinée, tout le monde a un voilà. début et une fin qu'il doit atteindre absolument, parce que Kurtzman, pardon, parce que voilà, hein, ça c'est Pike, c'est le, j'ai jamais vu, Pike, tu lui mets un col rond, c'est soit un moine, ça y est, j'ai perdu, soit un pasteur, hein, Après, voilà, mais c'est j'ai beaucoup, intéressant. C'est intéressant parce que je pense qu'on va avoir plus de peuples avec des rites ou des choses comme ça. Et, euh, et puis, bah, ça prend en compte aussi le fait que souvent, tu avais l'impression que Starfleet uniformisait tout le monde. Que c'était tout le oui c'est monde vrai. finalement pensait pareil. Et d'introduire ça, ça fait voir qu'il y a une vie après Starfleet. Ouais. Alors, après, je suis d'accord avec toi, par exemple, dans Picard ou même dans Discovery, je trouvais que la vie était trop organique ou trop. C'est pas le fait qu'il y ait des coucheries qui me gêne, mais c'est le fait que ça devient prééminent. C'est-à-dire qu'on revient à des basiques, quoi. Faut qu'on bouffe et il faut qu'on baise, quoi. Mais alors que des choses plus, tu vois, Picard était intéressant parce qu'il avait des passions. Riker aussi. Il Ouais. aimait le jazz. Il Oh, aimait le c'est jazz. génial. J'adore ces Et épisodes puis où on le voit faire de la trompette, de la trompette, du n'importe quoi, saxo. du saxo. Tu sais que mon Non, c'est de la épouse et mon trompette, c'est de la beau-père font trompette. du saxo, hein, donc je sais ce que Bon, c'est, mais bah je suis voilà. bête. Désolé. Mais j'adore, c'est génial. Tu vois les gens vivre, ils existent Voilà, plus Picard, il est concrètement. fan d'archéologie, Ouais. il est fan de certaines choses. Ça, c'était intéressant. Crusher, elle reprend des études pour devenir capitaine. Des Euh, fantômes, pardon. quoi? Elle des fantômes. Ah bon? Mais oui, Crusher. Sub Rosa, là? Je sais pas. D'ailleurs, elle le fantôme qui a sa grand-mère, hein. C'est Oui, très. Red Jack, là. Red Jack. Ah, ça serait un truc à voir un jour. Parce que Red Jack, dans l'encyclopédie officielle, et je pense qu'ils ont eu des infos à l'époque, et qu'au cours et au fur et à mesure de l'édition, on leur a dit non, non, faut pas parler de ça parce qu'on l'a jamais vraiment fait. Dans le guide officiel, ils te disent que l'entité qu'a connue Crusher ressemble beaucoup à l'entité que Scotty identifie dans TOS, une sorte de meurtrier en série qui officie de planète en planète. Et le guide officiel, ils te font un lien, tu vois, dans leur chronologie. Tiens, Red Jack est venu là, Red Jack est venu là, et c'est lui dans tel épisode. Or, quand tu regardes les épisodes, il n'en est jamais question. Ouais, on le cite jamais directement. Et voilà. Or, je pense qu'ils ont eu une info à l'époque et qu'on leur a dit non, non, mais vous avez mal compris ou vous êtes avancé sur un truc qu'on n'a jamais confirmé. Faudrait que je ressorte les dossiers, mais quand j'étais gamin et que je disais ça, je me disais, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Je comprends pas, j'ai jamais vu. Alors, je me suis dit à l'époque, c'était peut-être un problème de trad. Et en regardant des fois ces épisodes-là en VO, pareil, il n'y a aucune référence à ça. C'est Et c'est un de génial. ces mystères comme ça. Ouais, ouais. Il y en a un ou deux comme ça, assez rigolo, de choses sur lesquelles ils se sont avancés et qui sont jamais dites en fait dans les séries. Ah mais ça c'est génial, la théorisation bah, ouais bon c'est un guide officiel mais c'est des fans quoi. Et J'adore ça moi. en fait, la dame qui a fait les guides officiels, qui a fait ça, c'était la dame qui s'occupait de l'archivage des costumes, des décors, des vaisseaux et Ah oui des donc c'est assez scripts. logique ces réflexions. Et du coup, quand elle a ressorti ça aux États-Unis pour qu'on lui a demandé d'en faire un magazine, vu que c'était une archiviste, elle a sorti les trucs au fur et à mesure. Et je pense qu'ils ont eu accès à des choses et que plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils auraient pas dû en parler, quoi. C'est dingue, Ouais, c'est dingue. Tu vois ouais, ouais, ça part d'une c'est blague, merci beaucoup. voilà, il y a toujours un peu de culturel. Mais bon, pour revenir à la De religion, culturel, pardon. voilà, pour revenir un peu à la religion, il n'y en avait pas tant que ça dans les autres séries. C'est vrai que ça revient maintenant parce que on a une époque qui se reveut avec un regain de religiosité. Et c'est assez marrant de voir que, par exemple, de tout maintenant, on fait une religion. Il y en a qui te disent qu'il y a une religion geek, il y a des gens qui te disent qu'il y a une religion de ci, de ça. Camelot. Euh, voilà, tu vois. Et en fait, c'est ce besoin qu'ont les gens à croire à quelque chose qui les dépasse eux-mêmes.
Et Star Trek, c'était déjà ça à la base. C'est-à-dire que Star Trek, c'est l'histoire de gens qui viennent de différentes planètes et qui pensent qu'il y a quelque chose de supérieur, qu'il y a une mission supérieure. Donc, par exemple, à la Fédération, c'est promeut la paix, l'exploration, la recherche et la connaissance. Et c'est en soi-même une religion, en fait. C'est-à-dire que le jusqu'au boutisme de Star Trek, notamment dans DS9, pose un problème à Cisco qui se voit souvent, on lui dit, par exemple, les maquisards lui disent, mais quelle est la différence entre l'orthodoxie des Borg et celle de la Fédération? Parce que quand on n'est pas de la Fédération, on est l'ennemi. Quand on pense pas comme la Fédération, on est l'ennemi. Donc c'est quoi votre différence entre vous qui vous disiez scientifique et une religion? C'est Ouais, quoi entre votre... Voilà. C'était ils exagèrent un intéressant. petit peu, mais ouais, c'est. Non, ils exagèrent pas. Mais C'est si. vrai que la Fédération, quand tu penses pas comme elle, quand tu ne penses pas... Picard l'a bien fait voir, là, l'épisode d'hier, là, l'épisode 2. On lui refuse... Alors bien sûr, il y a le complot, blablabla, mais on lui refuse de revenir au service de la Fédération parce que pendant un temps, il s'est rebellé en disant non, vous pouvez pas penser comme ça, c'est pas possible de décider qui doit vivre ou mourir. Et après, on revient après sur des thèmes entre la politique et le réel et des choses comme ça, mais la Fédération n'admet pas qu'on refuse ses principes. Même si elle a la directive première, ou c'est quelque chose qui peut être considéré comme un, j'aime pas ce mot-là, mais comme tu sais, là, quand on dit les Français, ils interviennent toujours en Afrique parce que on est condescendant, voilà. C'est un peu ça, hein, la directive première, c'est une condescendance. Qu'est-ce qui l'emmerderait d'aider des gens à pas se taper 500 ans de guerre pour évoluer plus vite? Non, mais c'est vrai, on pourrait voir les choses comme Mais ça. c'est une. Et la Ouais. fédération a des fois des dogmes, c'est des dogmes de la fédération, qui font que les capitaines qui ne pensent pas comme elle sont mis au banc de la société. L'épisode quand Janeway rencontre l'Equinox dans Voyager, quand Mhm. l'USS Voyager rencontre l'USS Equinox. Et l'USS Equinox, le capitaine, a fait le choix, lui, de protéger son équipage plutôt que le choix de suivre les indications de la fédération, les préceptes de la fédération. Là où Janeway préfère les préceptes de la fédération à son équipage. Et elle le juge, elle maltraite son équipage à la fin et elle veut presque le tuer. Et c'est limite du fanatisme, hein, cette envie de le poursuivre, parce qu'elle estime qu'il a bafoué la religion fédération. Alors que sur le fond, si tu prends les choses avec un peu plus de recul, tu peux pas lui en vouloir, mec. À Archer, on lui en a pas voulu de s'être comporté comme un pirate dans l'étendue delphique. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tout à fait. Je suis en train de réfléchir, en train de me faire Un de me dire merde. contre-argumentaire. Non, non, pas du tout. T'étais en train de me convaincre. Mais Voilà. on verra. Je sais pas, parce que je te trouve un peu poussif là-dessus, mais non, la fédération, c'est pas si. Non, non, non. Non, après, il y a des bons côtés. C'est peut-être le moins pire des régimes. On est d'accord. C'est le moins pire des régimes. Il n'y a pas à dire par rapport aux Klingons, par rapport à pas mal de choses qu'on a pu voir dans l'univers Star Trek, quoi. Ou les Cardassiens, par exemple. C'est le moins pire des régimes. Mais c'est un régime sous prétexte. Bah, c'est un peu la phrase de Churchill, quoi. C'est voilà, la démocratie, c'est le moins pire des régimes. Mais c'est pas le meilleur. Oui. Voilà. Et du coup, c'est intéressant là-dessus. Et moi, cette phrase a résonné en moi quand le maquisard dit en quoi vous êtes différent, vous, la fédération des Borg. C'est-à-dire, quand on ne rejoint pas la fédération, bah, on est l'ennemi, on est mis au banc de la société. Comme les Borg. Si on ne rejoint pas les Borg, bah, ils nous détruisent. Et Cisco, il ne sait pas à quoi répondre à ça. Parce que sur le fond, il sait que la fédération a ses propres limites. Et je pense que c'est ce qui va être exploité. Alors, ça va me faire chier aussi. C'est ce qui va être exploité par les scénaristes de plus en plus, de se dire, voilà, c'est un système qui a ses limites. Oui, elle a ses limites, mais elle a aussi des avantages incroyables. Ce que Discovery fait très bien. C'est-à-dire que Discovery remet sans cesse le fait que la fédération ne peut pas se comporter de telle et telle façon, sinon elle va perdre son âme. Et j'ai l'impression que dans Picard et dans les autres séries qui vont arriver, on va expliquer que la fédération, de toute façon, c'est tellement tentaculaire, c'est tellement grand qu'elle a déjà perdu son âme, quoi. Et ça, tu vois, c'est un écho avec le discours qu'on a sur l'Europe, avec les discours qu'on a avec les traités où les grandes mégapuissances comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, c'est un discours qui revient en ce moment et les séries en font écho. Je veux dire, Picard, ça va faire écho au Brexit, à des choses comme ça, quoi. Oula, je suis parti vachement loin, les enfants.
Non, non, mais c'est très. Ça donne à réfléchir. Ok. Je, Voilà. je pense qu'on va avoir 1 milliard de personnes qui vont nous dire ah, tu dis de la merde. Ou au contraire, qui va dire mais oui, il a raison, Cyril, président. Bah, pas tout de suite, dans quelques années. J'ai des choses à faire avant. Je voudrais pouvoir aller au théâtre tranquille. Ok, quoi? Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Ah bah tiens, il faudrait. Ah tiens, voilà. Ça aurait pu être une Faudrait belle faire une pièce citation de de théâtre. un leader qui a peur de son peuple. Je sais plus ce que c'est. Oh là là. J'aurais dû Mais il trouver faudrait ça. faire une pièce de théâtre Star Trek, ce serait Ouais. sympa. Oh ben ça existe. Téléportation, bam. Le mec, tu le fais Tu cuter, lui ouvres une plaque. d'accord. N'importe quoi. Ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais apporter à propos de la Bah, religion, là, de sur la la religion, spiritualité? non, je pense on a à peu près fait le tour. J'essaye de m'en rappeler. Mais ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est souvent. Dans Star Trek, ils essayent souvent de l'expliquer. Alors que dans d'autres séries comme Battlestar Galactica, tu vois, dans BSG, c'est la suite logique de toute évolution intelligente, la Oui. religion. Voilà. Et ça fait partie du cycle de la vie. C'est-à-dire religion, destruction, science, religion, destruction, science, quoi. C'est intéressant là-dessus. Et je pense que peut-être que Picard va évoquer ça, tu vois, le fait de créer la vie, les synthétiques qu'on a vus. Euh, Est-ce que ça nous donne pas une responsabilité? Est-ce que les androïdes ne rêvent pas de moutons électriques? Je pense qu'on va revenir là-dessus. Et je sais pas si tu as vu dans Star Trek Picard, la scientifique qui vient donner des infos dans l'épisode 2 est en train de feuilleter un livre d'Isaac Asimov, Nous les robots. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça va un peu parler de ça. Ce qui avait été en fait très peu fait dans TNG. On avait un personnage comme Data, et finalement, les lois de la robotique et tout avaient été très peu évoquées, quoi. Bah parce qu'il les a dépassés totalement. Et ça aurait pu être super intéressant, quoi. Quand il a fabriqué Trop sa facile. première fille, là. Ouais, Lal. Ah, je sais pas si c'est trop facile. Qu'est-ce qu'elle est. J'adore cette. Enfin bref. Ouais, cet épisode, mais après, tu passes ton temps À en pleurer. Ozalek. Voilà. Ah là là. Ok. On a, ouais, voilà, si un petit rappel dans TOS, on avait l'explication de nos dieux romains, j'allais dire romuliens, Oui. nos dieux romains avec Who mourns for Adonais. Et ben, et j'ai toujours trouvé ça intéressant, et je Ouais, crois que Stargate s'en est beaucoup servi là-dessus, de oui, cette idée que les extraterrestres, en fait, étaient nos premiers dieux, parce qu'on comprenait pas ce qu'on voyait. Et ouais, c'est pour ça que souvent, la directive première, c'est pour pas que les gars de la Fédération se prennent pour des dieux, quoi. C'est intéressant, mais c'est encore un côté négatif des choses. Ça m'a fait marrer, parce qu'hier, là, je me suis regardé Supergirl, là, les nouveaux épisodes, et Léviathan, les nouveaux méchants, la Léviathan, ce sont des extraterrestres qui sont sur Terre depuis des millions d'années et qui décident du bon vouloir, qui organisent des extinctions de max. Donc, ils ont détruit les dinosaures, ils ont détruit ci, machin et truc. Et quand ils trouvent que la Terre va trop loin, ils font un petit déluge ou un truc comme ça, quoi. Et c'était marrant parce que les gens les prenaient pour des dieux, alors que non, c'est juste des mecs qui ont une technologie de fou furieux, quoi. d'accord. Mais, moi, hier soir, j'étais en train de regarder un épisode de Deep Space Nine dans lequel Kira dit c'est l'anniversaire de l'arrivée du prophète et du coup, elle est en train de prier pendant son repas. Et c'était chouette parce qu'il était juste à côté d'elle, le prophète, et il voulait pas aller à la fête, justement, Cisco. Du coup, il est allé dans le quadrant gamma, donc carrément changé de cadran pour éviter de participer à cette fête. Alors, pour finir C'était cool. là-dessus, tu as vu aussi que la religion, et c'est ça qui est intéressant dans le truc, la religion est organisée dans Star Trek aussi comme une œuvre politique. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment dans Star Trek DS9, très rapidement, on nous fait comprendre que toute la religiosité, tout ce qui est religieux dans DS9, est aussi politique. Oui, totalement. Mais d'ailleurs, le gouvernement de Bajor ne sert à rien, c'est plutôt le chef Voilà, la CAI spirituel qui religieux. décide, Ouais. voilà, le CAI, très vite Ducat essaye d'influencer le CAI pour arriver à ses fins. Là, c'est intéressant, tu vois, mais encore une fois, c'est un côté assez néfaste Ouais. de la religion qui est mis en avant, quoi. Bah, disons que Là où, par exemple, ouais, dis-moi. non, j'allais juste dire le seul personnage, le seul Kai, le seul leader religieux positif, bah, il meurt assez rapidement. C'est Alors, et t'as j'ai les oublié son Vulcains nom. qui ont une religion plutôt philosophique, finalement, tu vois, qui ont Ouais. des temples, qui font de la méditation. Et c'est justement la différence, c'est une religion qui ne se mêle pas trop de ce qui se passe, sauf dans Enterprise.
t'aperçois que certains ordres philosophico-religieux ont influencé depuis des milliers d'années la culture vulcaine pour dévier les principes de Surak, en interdisant notamment la fusion mentale et tout ce qu'ils considéraient comme impur, quoi. Donc on est encore une fois sur de la religion mauvaise. Ouais. Ouais, tu sais, quand T'Pol retrouve les premiers enseignements de Surak, tout ça, quoi. Ouais, mais ouais, c'est vrai que finalement, à chaque fois, ou presque. C'est quelque chose qui est plutôt négatif. Et à la fin de DS9, même si Kira elle garde la foi, elle garde la foi parce que c'est culturel, quoi. C'est comme toi, tu fêtes Noël ou je sais pas moi, comme moi, je fais gaffe à qu'il n'y ait pas de sang dans ma bouffe. Parce que culturellement et religieusement, on m'a toujours expliqué que c'était pas bien. Et c'est vrai que même si moi je suis pas religieux, bah, c'est un truc, quand je vois qu'il y a du sang dans mes saucisses, je les mange pas. D'accord. Je mange pas de boudin. Ouais. Mais c'est vraiment un blocage culturel. Moi non plus, mais parce que je suis végétarien, donc ça. Voilà, moi aussi de plus en plus je commence à être végétarien, mais je sais que parce qu'on m'a enseigné que le sang était sacré quand j'étais gamin, tout ce qui est à base de sang, je ne peux pas le manger. D'accord. Voilà, ça, mais ça me bloque. Et vraiment, je me dis, si l'autre il existe vraiment, j'ai pas envie de me prendre un stun, quoi. Tu vois, un sbire. Oh, putain, la German suplex dans Picard. Premier Oui, épisode, j'ai boum, vu aussi. première baston. J'ai vu ça et en fait, ça m'a rappelé un épisode de. Ça m'a rappelé un truc très con. Ça m'a rappelé. Through the Mirror. Ah non, ça m'a rappelé. Ah, le prof là, complètement barjo. Onizuka. Oui, voilà. Great Teacher Onizuka avec le suprême. L'enseignement à base de German suplex. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Ok. Bon, ben merci pour cette chouette émission, mon ami. Non, au contraire, c'est justement, c'est très très bien, très très bon. J'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. Il ne nous reste plus que... Ah mais non, mais on a deux choses à faire. On a d'abord la blague et la citation à faire. La blague que... Voyons, je regarde dans ma liste. Quelle est... Pardon. Cyril. Oui. Quelle est la hantise d'une chauve-souris? D'être mangé en Chine? Non. La pomme. Non. D'avoir la gastro quand elle dort. Oh, la blague de tonton. Et la petite citation finale. Alors, j'ai pas eu le temps de rechercher des citations liées à la spiritualité. J'en ai une qui fait référence un petit peu à l'enfer. Bon, hein, voilà, désolé, ça colle plus ou moins. Khan, dans le film de la colère de Khan, la dernière tirade dira « Non, tu ne t'en tireras pas comme ça. Du cœur de l'enfer, je te pourfends. Je t'envoie ma haine. Mon haleine empoisonnée. » Magnifique tirade. Ouais. Moi j'en ai une. Tu veux sur Dieu. Oui. J'en ai une, mais elle est pas glorieuse. Ne pointe jamais ton doigt. Ne pointe jamais du doigt les gens, parce que si Dieu est partout, tu sais pas où est son trou du cul. Oh là là. On va avoir des problèmes. Je sais pas, moi je trouve que c'est pas trop respectueux, mais bon, c'est rigolo. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Après, moi j'ai une blague. J'ai une blague sur Jésus, si vous voulez. Une jolie blague. C'est pas blasphémant en plus. Alors. Allez, c'est la blague de l'année. Mais je crois que je l'ai sortie pour Noël en plus. Je l'avais coupée. Ah, d'accord. Je l'avais trouvée trop blasphémante. Ah ouais? Vas-y, redis-la, on verra. Je l'ai raconté à mes parents qui sont très religieux, ça les a fait beaucoup rire. C'est un gars, il se promène à la nuit de Noël à Bethléem. Il est en tourisme là-bas, quoi. Il se dit, bah tiens, c'est une soirée importante. Et puis, bah écoute, c'est Bethléem, c'est quand même une ville qui a fait l'histoire du monde, quoi. Donc il se promène et tout. Il regarde la nuit, les étoiles, et il réfléchit à est-ce que Jésus, tout ça, bref. Et là, il voit un mec au fond, avec un âne, une charrette, et une femme posée sur la charrette. Ok, bon, bah, c'est peut-être des acteurs qui refont la scène de Bethléem. Et là, cet homme qui est à côté de la charrette l'interpelle. « Yeah, mon bon ami, écoute, ma femme va bientôt accoucher, on n'a pas beaucoup de sous, on cherche un endroit propre où elle pourrait se reposer avant qu'on continue notre voyage. » Et le
Le badaud, il fait oui, d'accord, vous êtes des acteurs, c'est très bien, vous faites ça très bien. Mais bon, vous n'avez pas me la faire à moi. Et le monsieur lui dit, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je cherche vraiment une auberge ou quelque chose de propre, une chambre d'hôtel où nous pourrions passer la nuit avant de reprendre la route. Et puis je pense que peut-être que ma femme va coucher ce soir, il faut faire quelque chose. Et le monsieur, le badaud, il fait, oh, bah, arrêtez de me prendre pour un con, arrive à un moment, vous allez me dire que votre femme, elle s'appelle Marie. Et le monsieur, il fait, mais comment vous savez? Ah, arrêtez vos conneries, vous, c'est Joseph. Mais, mais oui, comment vous savez, vous nous connaissez, vous êtes envoyé par le Seigneur. Il lui dit, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, et votre fils, il va s'appeler Jésus. Et là, Joseph se fâche, il se raidit d'un coup, et il lui dit, mais monsieur, respectez-nous, nous ne sommes pas des Portugais. Ouais, elle est pas blasphématoire, elle est anti. Je suis luso-descendant. Elle est très 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 drôle, ouais, vraiment. Voilà. Ça me fait penser, ma tante est venue me visiter l'autre jour et il y a son téléphone qui sonne et elle me dit attends, je m'éloigne, c'est Jésus. Et elle répond allô Jésus, c'est toi? Oui. Et en fait c'était un informaticien qui était portugais qui s'appelle Jésus. Mais c'est vrai, enfin moi je vais souvent au Portugal et j'en rencontre souvent des Jésus, hein, c'est pas une blague. Enfin, bon. C'est rigolo. Ok. Voilà. Mais merci pour cette jolie petite blague. Trek in Storia, c'est terminé. Qu'est-ce que pour cette journée, qu'est-ce que pour ce mois-ci, qu'est-ce que tu connais déjà le sujet de la prochaine émission? Bah, j'aimerais bien parler des théories. Il faudrait qu'on fasse une petite compilation des théories sympas dans Star Trek et qu'on en débatte. Okay. Je vais regarder ça. Qu'on en débatte. Ok. Ben merci Cyril pour tout cet apport et cette émission. On se retrouve dans un petit mois. Abonnez-vous à la chaîne. C'est le moment de faire le YouTuber. Abonnez-vous à la chaîne Trek Historia, Star Trek Historia, la chaîne de Cyril. Vous allez trouver plein de contenus très sympas. Et abonnez-vous au podcast pour une poignée de reviews. Vous allez trouver des contenus très sympas également. Retrouvez-nous sur Twitter, j'ai déjà dit, et vous retrouverez dans les notes les hâtes qui nous concerne. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne journée. Bon appétit si vous êtes à table. Oui, c'est vrai. Et bonne douche, je sais pas. Conclure. Allez. Ciao. Hasta luego. Ciao.